Malicieux, insondable, adorable. Impossible de vivre avec eux, ou sans eux. Ce sont tout sauf des chiens. Et il arrive souvent qu'on ne comprenne rien à leur comportement bizarre. Les chats font toutes sortes de choses étranges et drôles. Ils veulent juste s'amuser. Se pourrait-il que nos charmants compagnons soient en fait des prédateurs très bien déguisés? Il a des griffes pour s'emparer des proies. Vous voulez savoir ce qui se passe dans la tête de Minet? Regardez, et vous le saurez. Notre maison, nos règles, pas vraiment. Parfois, c'est comme si nous vivions chez notre chat. On dirait qu'ils nous connaissent bien mieux que nous ne les connaissons. Les chats ne vivent pas selon les mêmes lois que nous, ce qui ne signifie pas pour autant qu'ils sont mauvais. Il n'y a pas de chat scélérat. Même si on pourrait parfois le croire. Tous les agissements des chats dans une maison sont dus à l'environnement dans lequel nous les faisons vivre. Grimper aux rideaux, faire leurs griffes sur les meubles. Le fait de faire ces griffes est un comportement naturel que les félins à l'état sauvage utilisent pour marquer leur territoire, se détendre, affûter leurs griffes. Les félins en liberté doivent protéger leur territoire contre les intrus. Si vous avez des meubles précieux, ne prenez pas de chat. Les chats se font les griffes, c'est naturel. Ils ont sous les pattes des glandes qui sécrètent une huile. C'est une façon de dire qu'Ève est passée par là, comme une carte de visite. Ce sont des espèces d'étendards chimiques. Ils aiment se rouler partout et semer toutes ces odeurs pour dire « j'étais là ». C'est peut-être comme ça que ça se passe dans la jungle. Mais les chats domestiques ne vivent pas dans la jungle. Un détail que leur ADN ignore. Une créature sauvage et naturelle dort sur votre canapé. Cet être avec lequel vous vivez est resté un chasseur. Il ressent toujours l'appel de la nature. C'est ce côté sauvage qui rend parfois nos compagnons difficiles à vivre. Lily est une chatte asociale qui attaque ses proches, tout comme les inconnus. La spécialiste Michelle Nagelschneider est là pour l'aider. Coucou, ma jolie. Elle est inquiète. Tout va bien. Ses babines indiquent qu'elle est inquiète. Voilà la queue qui s'y met. Ce n'est pas une situation confortable pour elle. Pour une comportementaliste, les mouvements de queue de Lily en disent long. Les ancêtres de Lily se servaient de leur queue pour envoyer des avertissements. Attention, je vais craquer. Tout va bien. Tout va bien, Lily. Calme-toi. Elle est en mode peur. Du coup, elle dirige son agression contre vous. Elle essaie de vous griffer et de vous mordre. Elle cherche la sécurité, c'est un instinct de survie. Elle n'est pas méchante. Son comportement est tout à fait normal pour un chat qui n'a pas été correctement socialisé dans son jeune âge. Il y a beaucoup de chats comme elle. Ils sont juste réactifs, plus sensibles à ce qui les entoure. Ils ont le comportement typique d'un félin sauvage. Les chats envoient certains signaux pour nous avertir qu'il faut arrêter de les caresser. Ils peuvent cracher. Leurs moustaches partent vers l'avant. Ils se préparent à mordre. Certains chats vont se raidir. Tous ces signes indiquent que les caresses ont assez duré. Que se passe-t-il si vous arrêtez de la caresser? Ce grognement est un signal qu'ils adressent aux autres chats.
pour leur dire « laissez-moi tranquille ». Si vous arrêtez de la caresser, elle devrait arrêter de grogner. Arrête de la toucher. Tu vas bien? Oh, elle se sauve. À partir du moment où ils ont peur, il n'est pas évident de les calmer. Les chats n'utilisent pas le langage des humains. Alors pour comprendre ce qui se passe dans leur tête, nous devons apprendre à déchiffrer les signaux. Allez, hey, ça va. Les chats sont d'une indécrottable curiosité. Ils n'arrêtent jamais de fourrer leur nez partout. Qu'est-ce que tu fabriques? En voilà un qui a acheté un chat en sac. Parfois, il se jette à l'eau quand elle est chaude. Et aussi quand elle est froide. Ce qui peut sembler étrange pour un animal qui déteste être mouillé. Certains chats sont attirés par l'eau, surtout si elle sort d'une fontaine ou d'un robinet, quand elle est en mouvement. C'est instinctif chez eux, il faut qu'ils trouvent une source d'eau fraîche. De nombreux propriétaires de chats ignorent que les félins sauvages préfèrent boire de l'eau située à distance de leur proie morte. Dans une maison, leur nourriture représente leur proie morte, et elle pourrait contaminer leur source d'eau avec des bactéries. Dans la nature, les félins doivent examiner leur environnement pour voir ce qui s'y cache. De la nourriture, des semblables ou des ennemis. Mais comme les chats domestiques sont bien nourris, il arrive qu'ils dédaignent la nourriture ancestrale. Tous leurs comportements ne sont pas instinctifs. Certains, comme le fait que les chiens sont des ennemis, doivent leur être enseignés par leur mère. Séparer trop tôt un chaton de sa mère, et voilà le résultat. Izzy, un chat sibérien, est une mère aguerrie. Elle vient de mettre au monde sa 3e portée. Juste après la naissance de ses petits, Izzy fait une chose assez étonnante, pour nous du moins. Elle mange le placenta. Et pourquoi? Quand les chats domestiques mettent bas dans une maison, elles mangent le placenta, tout comme les félins sauvages. C'est un instinct de survie. L'odeur du placenta pourrait attirer un prédateur qui viendrait dévorer les petits. Dans la nature, ces bébés n'auraient aucune chance sans leur mère. Les chatons sont aveugles et sans défense pendant 3 semaines. Ils dépendent entièrement de leur mère. Izzy, c'est par instinct qu'elle doit garder ses petits réunis. Pas seulement parce que c'est plus facile pour les surveiller. Les nouveau-nés ne peuvent pas réguler la température de leur corps. Dans la nature, ils pourraient souffrir du froid. Mais en groupe, ils se tiennent chaud. Cinq semaines plus tard, les petites boules de poils endormies sont devenues d'adorables chatons espiègles. Mais tout ce chahut et cette agitation ont une raison d'être. Lorsque les félins sont tout jeunes, ils doivent affiner leur technique de chasse. Pour cela, ils doivent pratiquer toute une série d'exercices psychomoteurs qui leur sont indispensables pour être plus tard de grands chasseurs. Tels que l'affût, la morsure d'attrape, bondir, la morsure mortelle, ils doivent s'entraîner sans cesse. Tout comme les lions, tigres et léopards, les chats domestiques sont carnivores. Et même si de nos jours leur nourriture sort essentiellement d'une boîte, ils sont dotés de ces mêmes aptitudes qui ont placé leurs cousins au sommet de la chaîne alimentaire. Cet animal a l'équipement typique d'un carnivore.
Il a des griffes pour s'emparer de ses proies. Il a des crocs pour harponner leur cou. Ce sont de redoutables chasseurs. Les scientifiques estiment qu'aux États-Unis, ils tuent chaque année des centaines de millions d'oiseaux et plus d'1 milliard de petits mammifères. Et même s'ils n'ont pas la possibilité d'aller à la chasse, ils en ont toujours les réflexes. Quand un chat assis devant une fenêtre voit un oiseau dehors qu'il ne peut pas attraper, sa mâchoire a un réflexe de morsure. Pour lui, cet oiseau est déjà dans sa bouche. Il peut en sentir le goût. C'est pourquoi il se met automatiquement à mordre. Les chats domestiques n'ont peut-être plus besoin de tuer pour survivre, mais leur amour de la chasse n'en a pas pour autant disparu. Chez le chat, l'instinct de chasseur est le plus puissant de tous. Un chat peut être en train de manger un oiseau. S'il y en a 4 autres qui volent autour de lui, la plupart du temps, il va tout arrêter pour aller les tuer avant de revenir manger le premier. Certains chats vont essayer d'attraper tout ce qui bouge. Insectes, mulots et même les objets inanimés. Mais la capture n'est pas toujours la fin de l'histoire. Sparky! Ma chérie, tu joues avec une souris morte. Sparky, la tueuse de souris. Les chats jouent avec leur nourriture. On pourrait appeler ça jouer au chat et à la souris. Mais ce n'est pas un jeu. Même pour un chasseur exceptionnel, la chasse est toujours un risque. Sa proie pourrait bien le mordre ou le piquer avant de mourir. C'est pourquoi les chats jouent souvent avec leur proie, afin de l'épuiser pour ne la tuer que lorsqu'elle est totalement sans défense. C'est beaucoup plus sûr. Aux États-Unis, 2 tiers des chats domestiques ne sortent jamais de chez eux. Mais s'ils arrivent à franchir la porte d'entrée, ils peuvent parcourir de très grandes distances. En Angleterre, un groupe de chats est surveillé de très près. Nous voulons découvrir où ils vont lorsqu'ils sont en liberté et ce qu'ils font quand ils y sont. Ce qui devrait peut-être nous permettre de savoir pourquoi les chats font ce qu'ils font quand ils sont chez eux. Les émetteurs GPS vont les suivre à la trace. C'est bon, tu peux y aller. Des caméras montées sur leur collier nous donneront le point de vue d'un chat pendant ses déplacements en ville, tandis que d'autres à vision nocturne, stratégiquement placées, nous montreront une facette des chats que nous ne voyons généralement pas. Nos premiers participants sont Bootsy le balourd et sa sœur Jinxie la dégourdie. La chatière est installée depuis quelque temps et Jinxie la franchit toujours allègrement. Bootsy, lui, est moins emballé. La nuit, l'appel du large est irrésistible. Tout comme leurs cousins sauvages, les chats sont équipés pour être des chasseurs nocturnes. Et même s'ils n'ont pas faim, c'est une seconde nature chez eux. Ils adorent se balader en pleine nuit, même si les dangers potentiels ne sont jamais bien loin. Partir en vadrouille est tellement naturel pour eux qu'il est très surprenant qu'ils aient pu un jour renoncer à leur liberté pour vivre avec nous. Allons faire un petit tour dans l'histoire du chat domestique. Tous les chats ont un ADN particulier en commun, ce qui nous a permis de dresser la carte de leur évolution.
L'ancêtre du chat domestique peut être identifié à l'aide de marqueurs génétiques. Nous avons dû nous procurer des échantillons d'ADN de chats du monde entier. Nous sommes donc allés au Moyen-Orient, en Asie et en Afrique. Et ensuite, nous avons établi un classement génétique. La recherche indique une espèce de chat comme étant l'ancêtre commun de tous les chats domestiques. Felis sylvestri libica, le chat sauvage d'Afrique. Il vous rappelle quelqu'un? Sans doute, car il y a près de 10 000 ans, il s'est avéré être le bon chat au bon endroit au bon moment. Nous estimons que le chat domestique descend de chats sauvages qui vivaient au Proche-Orient, dans la zone qu'on appelle le croissant fertile, Irak, Turquie et Syrie. Nous pensons qu'ils ont été domestiqués à cet endroit-là parce que c'est là que les êtres humains ont commencé à devenir des fermiers. En devenant des fermiers, nous avons entreposé du grain. Qui dit grain, dit souris. Qui dit souris, dit chat. De là, il ne restait plus qu'un bond à faire pour sauter sur les genoux d'un homme bienveillant. La domestication du chat est très différente de celle de la plupart des autres espèces domestiques. Ils se sont pratiquement domestiqués tout seuls. Je pense que ce sont les chats qui nous ont dressés à devenir leurs gardiens. Aucune autre espèce n'est ainsi passée de l'état de chasseur solitaire à celui de compagnon de l'homme. C'est la preuve de leur faculté d'adaptation. Cet animal est un véritable chasseur, mais il peut aussi se nourrir d'ordures. Il nous tolère complètement et tolère aussi notre habitat et tous les bruits qui vont avec. Et voilà, additionnez ces 3 aptitudes et vous avez des champions. En bref, il semble apprécier notre compagnie. On sous-estime le niveau de sociabilité des chats entre eux. Un élément de leur psychisme a concordé avec un élément du nôtre. Et c'est comme ça que le lien s'est créé. Nous savons maintenant pourquoi les chats sauvages se sont peu à peu rapprochés de l'homme. Et nous savons aussi comment ils se sont adaptés à un environnement et à un rôle très différent de ceux pour lesquels la nature les avait conçus. Quant à ceux qu'ils nous apportent et les raisons pour lesquelles ils nous attirent autant, c'est une autre histoire. Palm Springs, Californie. Une exposition féline régionale bat son plein. C'est la plus grande race de notre exposition, un Maine Coon. Ils ont une petite queue. Plus de 200 chats pomponnés sont exposés pour la plus grande fierté de leur maître. Idiot mais ravissant. Ce n'est pas parce que tous ces gens adorent les chats qu'ils les aiment pour les mêmes raisons. On peut voir les rayures sur sa queue et sur sa tête. Il est tout rayé. Certains sont séduits par leur lien de parenté avec des créatures beaucoup plus dangereuses. Quand on regarde des tigres ou des lions et un chat domestique, on voit bien qu'ils se ressemblent. Ça m'impressionne qu'ils soient cousins avec ces splendides félins sauvages. C'est une race qui existe à poil long et à poil ras. Celui-ci est à poil long. D'autres aiment les chats qui n'ont pas l'air d'être ce qu'ils sont. Ma race préférée, c'est le Maine Coon. Je les aime parce qu'ils sont comme des chiens. Ce sont des chiens déguisés en chats. Il doit y avoir une fermeture éclair quelque part par là. Où est-elle? D'autres encore sont attirés par leur esprit plutôt que par leur physique. Enfant, je n'ai jamais pu avoir de chat. J'ai eu un chien, une tortue, mais mes parents n'aimaient pas les chats. J'en ai eu un par hasard et je suis tombée amoureuse de son intelligence. C'est mon second champion à poil long de la journée. Et il y a bien sûr l'indéniable sensualité des chats. Ils dorment avec vous, ils veulent toujours être avec vous. Ils vous font du bien. Ils adorent les humains. Dès que je rentre dans le salon et m'assieds sur le canapé, ils sautent sur moi.
Nous consacrons beaucoup de temps et d'argent pour leur petite personne. Et parfois, ils nous le rendent d'une drôle de façon. Milo vit avec ses sœurs Meg et Molly et ses maîtres Karen et Bill. Comme vous pouvez le voir, c'est un très beau garçon. Je suis bien sûr totalement partiale. Il est tout en muscles, mais il déborde d'amour. Milo déborde tellement d'amour qu'il inonde sa famille de cadeaux. Il a la drôle de manie de rapporter ses trésors à la maison. Et ces trésors, ce sont de longues branches de cordyline. Et il est très bavard quand il nous les apporte. De nombreux chats apportent des cadeaux à leur maître. Oh, le joli serpent. Il est énorme. Mais considérer ça comme un gage d'amour n'est peut-être que de la vanité. C'est très simple, il n'y a rien de magique là-dedans. Votre chat vous rapporte un rat, il rapporte juste de la nourriture chez lui. Il veut s'assurer que vous puissiez survivre. Tous les félins en liberté rapportent de la nourriture à leur famille. Dix 10 000 ans après avoir quitté l'état sauvage, les chats doivent encore apprendre à être nos amis. Et ils doivent apprendre jeunes. S'ils ne créent pas de lien avec nous étant chatons, ils ne le feront sans doute jamais. La socialisation chez le chat doit se faire entre 2 et 7 semaines. C'est une phase très importante. S'ils ne sont pas assez touchés, si on ne les prend pas au moins 10 fois par jour, ils auront des problèmes de comportement et finiront dans des refuges parce qu'ils n'auront pas été correctement socialisés étant chatons. Il appelle sa maman. Tu l'entends? Mais si les liens précoces sont la clé d'une relation satisfaisante entre les chats et les humains, ça ne signifie pas forcément qu'ils nous aiment pour ce que nous sommes. C'est en fait une relation d'un tout autre genre qui induit le comportement que nous prenons pour de l'affection. Pourquoi est-il assis sur vos genoux? Parce qu'il se comporte comme un chaton. La seule fois de sa vie où il a reçu autant de chaleur de la part d'une autre créature, c'est quand il était avec sa mère. Il est assis là comme un petit chaton et il sent la chaleur qui se dégage. Et puis, il y a le fameux pétrissage, qui déconcerte beaucoup de propriétaires de chats. Ça aussi, c'est un souvenir de sa vie de chaton. Chaque fois qu'un chat vous fait ça, il se comporte avec vous comme si vous étiez sa mère. Ce qu'il répète, c'est le geste qu'il faisait avec ses pattes en tétant pour provoquer un afflux de lait. Mais qu'en est-il des caresses? Elles ont l'air d'adorer ça. Et pourtant, les chattes ne peuvent pas les caresser. Pour nous, c'est une caresse. Mais pour le chat, c'est la langue de sa mère. La proportion entre notre main et son corps de chat adulte est la même que celle qu'il y a entre son corps de chaton et la langue de sa mère. Et ces ronronnements, c'est forcément de l'amour, non? Le ronronnement nous en apprend énormément sur le chat. C'est un phénomène très spécifique. Le ronronnement est propre au chaton. Ce n'est que par réflexe qu'il se produit à l'âge adulte. Ils doivent être capables d'émettre un son pour leur mère et vice-versa. Ce son ne doit être entendu par personne et surtout pas par les mauvais éléments qui pourraient s'en prendre à eux. Le ronronnement est la meilleure chose au monde pour garder les chatons et leur mère ensemble, tranquillement. Notre attitude vis-à-vis du chat tend à faire ressurgir le chaton chez le chat. Nous tentons d'infantiliser le chat. Les chats domestiques sont très bavards, surtout avec leur maître. Ils utilisent 23 différentes sortes de ronronnements, grognements, crachements et miaulements pour nous parler. La vocalisation est réservée aux êtres humains, beaucoup plus qu'aux autres chats. Les chats ont en fait développé un miaulement destiné uniquement aux hommes. Il ressemble un peu à ça. Comme un miaulement de gorge qui provoque une réponse de notre part. Ils se sont aussi adaptés aux bruits propres à l'univers des humains. Ils ont compris que nous sommes des animaux beaucoup plus bruyants qu'eux.
Quand ils viennent vivre avec nous, ils savent qu'ils doivent crier s'ils veulent être entendus. Alors le plus souvent, ils augmentent le volume de leur miaulement pour pouvoir attirer votre attention. J'ai faim, miaou, miaou, miaou. Et quand leurs miaulements n'ont pas d'effet, ils trouvent quand même le moyen de se faire remarquer. Quand j'étais enfant, je regardais mes chiens et je leur disais « J'aimerais tellement que vous puissiez me parler. J'aimerais pouvoir comprendre vos pensées. » Avec les Siamois, on sait très bien à quoi ils pensent. Samuel? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il se produit une communication mutuelle quand un chat en approche un autre. La première chose qu'il fait pour lui dire salut, oui, je peux m'approcher un peu plus près, c'est de lever la queue. Nous faisons la même chose instinctivement. Quand nous voulons nous approcher d'un chat, nous lui tendons la main pour lui dire salut. Mais du point de vue du chat, il voit une chose verticale de la même façon qu'il voit une queue à la verticale. Même à des niveaux aussi minimes que ça et sans le savoir, nous adoptons les mêmes attitudes de reconnaissance que les chats. Il est important d'apprendre à déchiffrer le langage corporel d'un félin. C'est même essentiel parfois. Je connais ses comportements, les signaux qu'elle envoie. Tout compte, les mouvements des yeux, des oreilles, de sa queue. Lexi est le produit du marché des animaux. Un jeune homme l'a acheté en se disant que ce serait sympa d'avoir un bébé tigre. Il l'a ramené chez lui a fait enlever les griffes en pensant que c'était plus sûr. Malheureusement, à l'adolescence, ces petites bêtes commencent à devenir un peu turbulentes. Et il a commencé à s'angoisser et a décidé qu'il ne voulait plus avoir de tigre. Alors on a pris Lexi. Terry Werner s'occupe d'un refuge de félins sauvages. Lions, pumas, lynx et léopards. Les chats domestiques et les félins sauvages ont des comportements très similaires. Je dis souvent aux gens, avoir un chat à la maison, c'est comme avoir un mini-tigre. Les enjeux sont peut-être un peu plus risqués avec un tigre de 270 kilos, mais les principes de base sont les mêmes. Ils adorent jouer avec des balles, des boîtes en carton, toutes ces choses-là. Mais là où votre chat joue avec des objets qu'il griffe, ces gars-là détruisent tout. Ils chassent. Ils se pourchassent l'un l'autre. Ils pourchassent leur proie. Si votre chat vous mord, ça fait un peu mal. Vous avez une égratignure. Au pire, on vous fait quelques points. Si c'est eux qui vous mordent, vous y laissez la main ou même la vie. Alors, au lieu d'essayer de comprendre ce que font nos animaux de compagnie, nous ferions peut-être mieux de fermer les yeux et de penser qu'ils sont partis s'encanailler. Roger Tabor, quant à lui, veut juste savoir jusqu'où ils vont quand nous les perdons de vue. Et voilà la réponse. Là, nous avons Patch. Patch est une vieille dame de 13 ans. Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit casanière. Ses maîtres ignorent tout de son jardin secret. Elle fait peut-être partie d'un orchestre de jazz comme les Aristochats, qui sait? Elle a le comportement classique d'une chatte. Les chattes typiques ont leur jardin et un peu de celui des voisins. La plupart des chats préfèrent aller faire leurs besoins dans les jardins avoisinants plutôt que dans le leur. Dans la nature, il est crucial pour la survie d'un animal de marquer, patrouiller et défendre son territoire, que ce soit pour protéger sa nourriture, sa partenaire ou sa progéniture. Il est difficile d'imaginer que ça puisse être aussi primordial pour une chatte qui dispose du vivre et du couvert. Mais c'est le cas. C'est du moins ce que les gènes de Patch lui disent. Le territoire de Patch couvre une petite zone de jardin des deux côtés de sa rue. Ce qui signifie qu'elle s'aventure rarement au-delà de 90 mètres de chez elle.
Cracher, griffer et se frotter sont autant de façons de dire à d'éventuels rivaux « ce fief est le mien ». L'étude de Roger révèle comment les chats équipés d'un collier GPS se sont partagés le quartier en territoires organisés autour de leur domicile. Mais les maîtres de Milo le Vandale ignorent qu'il est l'Alexandre le Grand des chats du quartier. Attention, tenez-vous prêts. Milo est en train de conquérir le monde. Milo est un voyageur au long cours. Son territoire englobe une quarantaine de jardins et traverse plusieurs grandes artères. Il est 20 fois plus étendu que celui de la vieille dame Patch. Si le domaine de Milo est aussi vaste, et comparé à celui de n'importe quel chat domestique, il est immense, c'est parce qu'il est stressé. Il n'est pas stressé d'un point de vue psychologique, mais démographique. C'est une réaction au nombre de chats. Il atténue son stress en ayant un domaine plus grand. Il veut être seul. Je veux être seul, absolument. C'est une façon de dire « je vais prendre le large pendant un moment ». Et si les autres chats ne comprennent pas le message, Milo est prêt à leur expliquer. La caméra nous montre comment il règle le problème. Dans la nature, les félins mâles s'accouplent avec le plus grand nombre de femelles possible. Nos chats ont exactement les mêmes priorités, et c'est aussi pour cela qu'ils défendent leur territoire contre les intrus. Mais quelle que soit la taille du royaume d'un chat, son château est la maison de ses maîtres, et il doit en chasser les indésirables. Megan vit dans un appartement près de San Francisco avec ses 3 chats. Les 2 jeunes mâles se font presque tout le temps la guerre. Tout comme les adolescents, ils essaient constamment de défendre leur position et de montrer à l'autre qui est le chef. L'appartement de Megan est petit et il leur est difficile de s'éviter. Un intérieur est généralement conçu pour faire le bonheur des maîtres et non pas du chat. Alors quand les chats sont en conflit avec le partage de l'eau, de la nourriture, de leur caisse, le comportement territorial commence à se manifester et l'hostilité s'installe entre eux. Edix, ça suffit! Vous avez sans doute déjà remarqué que les chats veulent toujours s'installer le plus haut possible dans la pièce où ils sont. Quand un chat est posté en hauteur, plus haut que les autres chats, il affirme son autorité. Il peut sauter et attaquer les autres. Il voit une plus grande étendue du territoire. Tout ça signifie « je suis le chat dominant, je peux regarder de haut mes sous-fifres ». Tout comme dans les guerres entre humains, les 2 côtés veulent contrôler le territoire le plus élevé. Et ce qui vaut pour les chats domestiques vaut aussi pour les chats errants. Rome est connue pour être la cité des chats sauvages. On estime qu'il y en a près de 300 000. Une colonie s'est installée dans les monuments anciens de la ville. Les sommets des murs y sont très convoités. Convoités et disputés. Les chats féraux sont uniques. Sans être véritablement sauvages, ils ne sont plus vraiment domestiques. Ils survivent à la marge de la société des humains. Quelles que soient les concessions que les chats sauvages ont faites il y a près de 10 000 ans pour s'entendre avec nous, ceux-là n'en font plus.
Il ne faut pas longtemps à un chat pour apprendre à vivre dans la rue, s'il le doit. Après le passage de Katrina, nous sommes allés récupérer les chats dans les rues. Et après 2 semaines, beaucoup d'entre eux attrapaient des oiseaux. Ils s'en sortaient pas forcément très bien, mais beaucoup mieux qu'un chien ne l'aurait fait. Un chat domestique, comme celui que vous avez chez vous, peut très facilement retrouver sa nature sauvage. En l'espace d'une génération, il peut devenir un chat féral et s'en tirer très bien tout seul. C'est ce qu'il y a d'unique chez le chat. Les ancêtres de ces chats féraux étaient peut-être des animaux de compagnie qui se sont retrouvés à la rue. Quelques générations plus tard, leurs descendants ont un mode de vie qui n'appartient qu'à eux. En les observant, on peut avoir une idée de la façon dont les choses devaient se passer il y a plusieurs millénaires, quand les premiers chats sauvages ont commencé à rôder près des campements humains. Quel que soit l'endroit où les chats domestiques vivent en communauté, ils adoptent une identité de groupe et une hiérarchie, tout comme les lions. Il est important d'avoir la même odeur que le reste de la bande. La toilette n'est pas qu'une question de propreté. Elle permet de transmettre l'odeur aux autres. Il en va de même pour les chats. Les chats se lèchent entre eux. C'est comme ça qu'ils créent des liens, mais ça crée aussi une odeur commune au groupe. L'odeur est primordiale pour les chats. S'ils ont tous la même odeur, ils ont le sentiment d'appartenir à un groupe. Ils se sentent intégrés et entourés d'amis. Alors, quand votre chat se met à vous lécher, ça ne signifie pas forcément que vous avez besoin de prendre un bain. C'est peut-être sa façon de vous dire qu'il vous considère comme un membre de sa famille. L'odeur est un élément clé dans l'univers des chats. Au cours de sa vie, il est essentiel pour un chat de savoir quelles sont les bonnes odeurs et quelles sont les mauvaises. L'odeur qui permet à un mâle de savoir qu'une femelle est en chaleur. Bonne. Celle qui dit « Je suis un membre de ta tribu ». Bonne. Celle qui annonce « Me voici, c'est ici que sont mes toilettes, c'est ici que je mange ». Pas si bonne. Un instinct de survie les pousse à recouvrir leurs excréments et leur urine dans leur caisse afin d'éviter que leur odeur puisse attirer des prédateurs ou d'autres chats dans leur domaine. Il en va de même avec la nourriture. Les chats ne laissent généralement rien dans leur assiette. Mais quand il y a des restes, ils font tout pour en dissimuler l'odeur. La relation homme-chat semble profiter aux deux parties. Nous avons la compagnie d'un splendide animal. Ils ont la sécurité, le gîte et le couvert. Mais c'est nous qui en établissons les règles. Un chat errant est très différent d'un chat persan, choyé et dorloté qui vit dans un appartement au 13e étage avec ses maîtres. Ses pattes n'ont peut-être jamais touché le pavé, il n'est jamais sorti de sa vie. Quand nous gardons des chats en captivité dans nos maisons, ils n'ont pas toujours la possibilité d'exprimer leur vraie nature. Si vous demandiez à un chat quelle serait sa journée idéale, il ne vous dirait pas que c'est celle qu'il vit avec vous. Il fait des concessions. Kevin Fitzgerald soigne des animaux depuis 30 ans. Et même dans ce court laps de temps, il a vu les choses changer. On voit maintenant que les chats vivent plus vieux quand ils sont bien nourris et bien soignés. C'est devenu une médecine qui tient compte de l'âge. Avant, on s'occupait essentiellement des chatons, de les castrer, de les stériliser et de les vacciner. Mais maintenant, on commence à s'occuper de problèmes liés à la vieillesse, diabète, cataracte, arthrite, maladie cardiaque, insuffisance rénale. Je ne vais pas te faire de mal. Tu vas t'asseoir sur mes genoux et te calmer pendant que je vais écouter ton cœur. Frank est un patient régulier. Il a un problème cardiaque et doit être traité avec précaution. Le moindre stress pourrait lui être fatal. Il est un peu tendu. Le problème avec les chats, c'est qu'ils détestent le cabinet du vétérinaire. C'est un endroit bizarre. Il a un peu maigri. C'est toujours bon de perdre du poids. Oui. Le problème avec les chats, c'est qu'on a transformé une race de chasseurs bondissants en gros fainéants.
Regardez les espèces sauvages. À l'école vétérinaire, on plaisantait en disant qu'il n'y a jamais de gros lions. Si nous devions chasser tout ce que nous mangions, nous serions très minces, nous aussi. L'obésité est l'un des problèmes majeurs que je rencontre. Je ne suis pas certain que les chats soient faits pour manger autant et aussi souvent que nous. C'est un véritable problème avec les Américains. C'est une bouchée pour moi, une bouchée pour toi. Comment dire à un homme de 160 kilos que son chat est trop gros? En faisant entrer le chat dans notre monde, nous lui avons donné un style de vie dangereux pour sa santé. Et dans notre désir de créer le chat parfait, nous avons joué avec la génétique pour modifier leur apparence physique. Nous avons même créé de nouvelles races. Bella est un Blue Lynx Point himalayen. Quand Dieu a distribué les nez, il l'a oublié. Absolument. Mais joli nez et autres caractéristiques inventées peuvent causer des problèmes. Maintenant, les chats persans ont une belle tête. Ils ont un nez minuscule, des grands yeux et de petites oreilles. C'est une mutation naturelle. Ils sont engendrés et nés comme ça. Si nous pensons juste qu'ils doivent avoir un beau pelage, une queue de telle longueur, si nous voulons uniquement qu'ils soient beaux, ça peut engendrer des problèmes de santé. Certaines races au visage aplati ont des problèmes avec leurs yeux et des problèmes respiratoires. Le nez raccourci, le voile du palais allongé, la trachée enfoncée. Ce n'est pas la nature qui a voulu qu'ils aient ce minuscule nez. Dans les cas extrêmes, notre goût pour la rareté et l'originalité a engendré des animaux qui ne seront jamais capables de vivre dans la nature. Nous créons des chats de marque qui n'ont absolument rien à voir avec les chats qui vivaient au siècle dernier. April Hargin élève le plus étrange de tous les chats domestiques, le bambino sans poils et à pattes courtes. Ça peut sembler un peu extrême pour certaines personnes que des chats aient des gènes différents et présentent des mutations. April se consacre à ces drôles de chats depuis qu'elle a eu son premier bambino. Elle était vraiment adorable pendant sa grossesse. À cause de ses petites pattes, pendant les 2 dernières semaines, son ventre traînait par terre. Alors je lui mettais un pull parce que je ne voulais pas que son ventre touche le carrelage froid. Parfois, pour obtenir ces races qui ont des caractéristiques physiques très extrêmes, il faut faire des croisements très orientés et très sélectifs. Mais il y a aussi le risque de bloquer, sans le vouloir, des gènes nuisibles dans le processus. April comprend les problèmes que pose ce genre d'élevage. Nos mâles sont des bambinos. Ils ont le gène des pattes courtes. Mais nos femelles sont des sphinx ordinaires. Elles ont le gène des pattes longues. On agit ainsi parce que le gène des pattes courtes des bambinos est un gène dominant et ça peut être mortel pour les petits. Alors on préfère ne pas faire ça. Cet élevage méticuleux fait du bambino un must en matière d'animal de compagnie. Je ne pense pas que ces chats pourraient survivre dans la nature. Ils sont trop fragiles et n'ont pas la moindre notion du danger. Et comme ils n'ont pas de poils, ils ne pourraient ni avoir chaud la nuit, ni se rafraîchir en cas de température élevée. Ce ne serait pas une bonne chose pour eux. Les nouvelles races, telles que le bambino, sont totalement dépendantes de nous. Ces animaux seraient incapables d'attraper leur repas si leur vie en dépendait. C'est la faculté qu'ont les chats de s'adapter à notre mode de vie qui en fait de si bons compagnons. Pourquoi le chat prospère si bien? Parce qu'il peut manger dans une assiette. Regardez-les, ils ont des griffes et des crocs. Ils devraient chasser. Mais c'est parce qu'ils sont capables de s'adapter qu'ils survivent. Ils ont passé les 10 derniers millénaires à nos côtés sans sacrifier leur vraie nature. Ce qui fait qu'un chat est un chat, c'est le lion qui est en lui. Un chat peut s'en sortir seul. Mon chihuahua serait perdu et se ferait très vite dévorer. Mais ces petites bêtes sont toujours ce pour quoi elles ont été conçues. Être des chats.